Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Il y a un nouvel épisode donc aujourd'hui de cette série de témoignages que nous vous proposons pour lancer la réflexion autour du futur d'Israël. On vous invite à y participer également si vous le souhaitez évidemment en laissant des commentaires sous ces vidéos. C'est une série donc de témoignages d'Israéliens de diverses origines et que nous vous proposons donc d'entendre chaque jour. Et voici maintenant donc le témoignage du jour. C'était des rencontres qui étaient enregistrées le 8 mai dernier à Tel Aviv. Lior Bellman, bonsoir. Vous êtes pédiatre. Vous avez fait votre alia il y a bientôt 9 ans. Je me souviens vous avoir interrogé donc dans ce fameux film. C'était encore assez frais, l'ALIA, pour vous, et vous me parliez des difficultés que vous aviez à vous adapter, et aussi des découvertes positives que vous faisiez aussi dans ce pays. Alors aujourd'hui, ça va sans doute mieux, j'imagine, au niveau de l'intégration en tout cas. Vous êtes pédiatre, vous voyez beaucoup d'enfants et des parents, et c'est un lieu qui nous a paru très intéressant pour l'observation de ce que nous cherchons aujourd'hui à avoir, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre les générations, qu'est-ce qui se passe dans l'intimité la plus sensible des gens. Et c'est pour ça que votre témoignage nous paraissait très intéressant. Et on vous laisse la parole pour une dizaine de minutes. Bonsoir, merci pour l'invitation, même si je me souhaite Beatzlacha après être passé après toutes ces... Voilà, tout le monde va dire ça maintenant. Il faut que vous parliez un peu plus près, voilà, merci. C'est vraiment le syndrome de l'imposteur ici, mais je me suis interrogée donc de pourquoi m'avoir sollicité dans ce débat, et j'ai réfléchi à ça, et le lien et l'association qui m'est venue. Alors voilà, donc je me présente, je m'appelle Lior Sophie Bellman, pour ceux qui me connaissaient sous Sophie. Je suis pédiatre. J'ai fait mon allié il y a presque 9 ans avec mes 2 enfants qui étaient déjà assez grands. J'ai travaillé d'abord en France. J'avais une vraie activité en France pendant plusieurs années en tant que pédiatre, où j'avais mon cabinet dans un quartier privilégié de Paris, donc où je voyais une certaine population. Mais je travaillais aussi à l'hôpital, donc dans des urgences pédiatriques, où je voyais la mixité sociale et la société française évoluer. Et quand vous m'avez posé, et je me posais la question de pourquoi, pourquoi ma voix était peut-être potentiellement intéressante ici. Je pense que quand on est médecin, on est des indicateurs quelque part de la société. Ce qui se dit dans des bureaux de consultation, on ne le dira pas ailleurs, on ne se confiera pas à son médecin de la même façon. Enfin, on va pouvoir dévoiler, exprimer des choses, des faiblesses, des douleurs qu'on ne fera pas forcément. Je parle pour les médecins généralistes ou les médecins de famille. Et c'est en voyant cette société en France que j'ai vu cette société évoluer dans le mauvais sens, et c'est ce qui m'a fait partir. Moi, je n'avais pas un idéal sioniste du tout. J'étais épanouie dans mon activité professionnelle, et Dieu sait, ceux qui me connaissent comme mon métier et ma passion. Mais j'ai quitté la France que j'aimais tant pour mes enfants. Ça a été un choix pour moi sacrificiel. Et paradoxal, sacrificiel, c'est-à-dire que je me suis sacrifiée pour eux, et pourtant j'ai 2 fils, et d'une certaine manière, ils vont se sacrifier pour moi. Donc c'est très très difficile comme décision à prendre, parce que ça va générer une grande culpabilité. J'ai moi-même du mal à parler de ça, puisque l'armée s'approche. Donc ça a été 2 années quand vous m'avez rencontrée, qui étaient très difficiles pour parce que ce n'était pas un choix personnel, on va dire, même si je l'assume. Et puis, ça a été un choc de culture, un choc de mentalité. Je recevais des gens en consultation, j'avais l'impression de ne pas les comprendre, et eux avaient l'impression parfois de ne pas me comprendre. Et puis, j'ai eu un déclic très rapidement, où je me suis dit, justement, pour aimer ce peuple, pour aimer cette société, il va falloir que j'apprenne à les comprendre. Il va falloir que je change mon mindset. Il va falloir que je change ma façon de voir les choses. Il va falloir que je les regarde différemment. Et c'est comme si j'avais mis des lunettes quand les patients rentraient en consultation pour essayer de voir, de sentir ce qu'ils pouvaient. Et mon regard vis-à-vis du peuple israélien et des Israéliens a littéralement changé. Et ça, c'était avant le 7 octobre. Et sans m'en rendre compte, en fait, j'ai changé ma façon de vivre. J'ai acquis un optimisme que je ne connaissais pas quand je vivais en France. J'ai acquis une force, quelque chose que, par capillarité, en fait, il rentre dans votre bureau de consultation. Et malgré ce qu'on pouvait traverser avant le 7 octobre, il y avait quelque chose. Il vous disait toujours « Akol letova » ou « Akol yeh beseder ». Toujours on entendait ça. Donc finalement, on se l'approprie. Ce sont des formulations qu'on va s'approprier. Et vous verrez qu'après le 7 octobre, moi je ne remarque plus que les gens disent « Akol letova » quand on disait « Manishma »,
comme un chef char. C'était pas plus que ça. Mais voilà, donc les formulations se sont modifiées, même dans le langage des Israéliens, on ne parle plus de la même façon. Est arrivé le 7 octobre. Entre-temps, j'ai vécu, alors je vais rentrer un petit peu dans des histoires personnelles, mais à quelques jours du 7 octobre, j'ai vécu moi-même une épreuve personnelle extrêmement douloureuse, une des plus grandes, je ne parle pas de santé, mais qui m'a profondément ébranlée sur le plan personnel, sur le plan de l'estime de moi et sur la confiance. Et ça s'est joué le 4 octobre, en fait. Et le 7 octobre est arrivé et j'ai pris de plein fouet la réalité du pays. Et mon histoire personnelle, en fait, est rentrée en résonance avec l'histoire du pays. Je vivais une épreuve, une épreuve personnelle qui était concomitante à l'épreuve du pays. Et très vite, en une semaine, j'ai pris une feuille que j'ai mis comme ça sur la table, alors que je sombrais, hein, et j'ai écrit « Le Ham Israël tombe, mais il se relèvera. Et toi, comme le Ham Israël, tu tombes, mais tu vas te relever. » Et j'avais besoin de ce mantra, j'avais besoin de le regarder à chaque fois que je revenais du travail. La seule chose qui me portait, c'est d'aller travailler. Et je ne pense pas que c'était juste travailler, un simple travail. Je pense que ce qui m'a porté pendant tous ces mois-là, c'est la force des gens. Je pense qu'on traversait la pire des périodes et pourtant, il émanait de ces gens-là une puissance qui me communiquait en fait, quand moi j'étais dans l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Et en fait, j'avais eu, au moment du corona, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à écrire des posts sur mes petites anecdotes, sur ma vie quotidienne, des petites histoires de ma vie quotidienne, rigolotes. Et justement, j'avais besoin de partager avec mes amis Facebook, mes stams comme ça, la positivité de ces gens, ce peuple que je commençais à découvrir. En fait, ça a été une révélation. Autant ça a été un choix sacrificiel pour mes enfants, cette alia, et finalement, je crois que ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Et donc, j'ai commencé à écrire des petites histoires comme ça, et ça amusait les gens, ça les a émus par certains moments. Une de mes plus grandes sources d'inspiration, ça a été mes patients, clairement. Et quand on en reparlait, Antoine, finalement, je vous ai dit, je crois que l'inspiration, elle me vient dans les périodes difficiles. Dans le corona, après j'ai plus du tout écrit, et puis c'est revenu après le 7 octobre. J'ai eu besoin, après le 7 octobre, ça sortait en fait, j'avais besoin probablement de montrer à mes amis Facebook, que ce soit la communauté juive française, qu'on tenait debout en fait. Vous inquiétez pas, on va mal, mais on est là, on est fort. Regardez la lumière qui se dégage de nous. Regardez ce père, combien d'histoires, je veux dire, si j'avais ce papa qui vient, il faut savoir qu'en Israël, ce qui est complètement différent en pédiatrie, c'est pareil, c'est la parité pour les papas qui viennent chez le pédiatre ou les mamans. Donc je me souviens de ce jour-là, 5h de l'après-midi, je dis au papa, vous venez pourquoi ? Je crois qu'il était encore non, il n'était plus en uniforme, et il me dit, je sais pas, j'ai appelé ma femme, moi je suis arrivée à 4h, ça fait 2 mois que je suis en Milouim, je sais pas ce qu'a l'enfant. Et là je me suis dit, mais en fait, à 4h t'es arrivée, 5h t'es chez le pédiatre, et je repars demain. Et là vous réalisez que vous avez en face de vous des vrais héros en fait, des gens qui vous inspirent une force, comme disait Steve, que je ne peux pas voir ailleurs. Et on se dit, mais en fait, je comprends pourquoi est-ce qu'on a résisté des milliers d'années, pourquoi est-ce qu'on a pu subir ce qu'on a pu subir. On a en nous une force, on a mal, on souffre, on est cassé. Il y a quelque chose d'incroyable. Ça, je l'ai découvert chez les papas, évidemment, on en parle beaucoup, des soldats, des Milouim. Je le vois chez les mamans qui supportent, qui travaillent, qui sont sans leur mari des mois, qui doivent tout organiser, tout gérer. C'est des combattantes. Je reçois sur Tel Aviv, alors moi je ne suis pas représentative du tout le pays, mais je peux vous dire ce que moi je reçois. Je reçois des réfugiés, j'avais une jolie histoire comme ça d'une famille de déplacés en fait, par exemple, et qui ont une humilité, qui ne se plaignent pas. Ça faisait 1 an et demi qu'ils vivent dans des hôtels, dans une chambre de 10 mètres carrés. Les enfants, ils n'ont même pas de quoi jouer. On interdit les ballons dans les hôtels, etc. Ils sont déscolarisés. Mais c'est ça, ce sont eux nos héros, ce sont eux qu'il faut féliciter. Et puis les enfants, évidemment. Et ça, pour moi, je pense qu'on n'a jamais vécu d'abord une guerre aussi longue. Et l'impact sur parce que moi j'ai la famille nucléaire, donc je vois l'impact sur ces enfants-là
qui est majeur et dont il va falloir prendre en considération. Il ne faut pas oublier qu'on a une génération qui a vécu le corona et ils ont enchaîné sur la guerre. Nos enfants ont une capacité de résilience, mais clairement, il y a, même s'ils ne sont pas directement impactés parce que ce ne sont pas des enfants du Sud, etc., ce sont des enfants qui ont souffert et qui souffrent encore. Je ne sais plus qui disait, on est encore en plein trauma. On n'arrive pas, on est dedans et il va falloir s'y intéresser, prendre soin de notre population, prendre soin de nos enfants. Écoutez, moi je les vois encore il y a 2 jours, on rappelle les Milouim, une maman qui m'appelle en me disant pour une histoire de constipation d'un petit de 3 ans. Et en fait, il a entendu que le commandant, il appelait son papa pour repartir 3 mois. Voilà, ça se traduit aujourd'hui par des symptômes. Avant-hier, brutalement, enfin un papa qui vient pour un petit de 2 ans et demi, qui s'est mis à bégayer brutalement. Bon, il va aux urgences, on se demande, on écarte une cause neurologique, etc. Tout est normal. Ils viennent me voir. Moi, j'interroge, savoir ce qui s'est passé quelque chose au GAD. Non. Et dans la maison, il me dit, non, juste, je suis partie une semaine pour le travail. Et puis, je suis revenue hier, le jour où débute le bégaiement. Et je lui dis, écoute, moi, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais est-ce que tu en as parlé avec ton enfant? Que tu vas pas le... Est-ce que... Et après, en fait, je les ai laissés sortir, mais je n'y ai pas pensé. Et je me suis dit, mais peut-être que ce papa, il était en Milouim l'année dernière. Peut-être que ça a ravivé chez cet enfant une peur de l'abandon, quelque chose. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que on vit tous, en ce moment, des choses très difficiles. On est encore d'abord, nos otages ne sont pas revenus. On a encore des azacotes. C'est une période qui est très, très difficile pour ce peuple, à tous les échelons. Et pourtant, se dégage une force, une puissance, mais humaine en fait. Je ne parle pas de la puissance militaire, ça j'y connais rien. Ce que je peux vous dire en tant que médecin, c'est qu'il y a, je sais pas, il y a de l'humour, il y a de l'amour, là je les rejoins complètement. Il y a quelque chose qui fera qu'on va s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Je n'ai aucune, je n'ai pas de don de prophétie, mais on a, je pense, la force essentielle qui fera qu'on s'en sortira d'une façon ou d'une autre. Merci infiniment. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.